Bonjour à tous, donc pour ceux qui viennent d'assister à la session précédente et bienvenue aux nouveaux. Alors, du coup, on va terminer en fait cette semaine de webinaire business et technique par une session machine learning. Je remercie mon collègue Julien Simon à qui j'ai piqué les slides et donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut faire du machine learning sur AWS avec une solution comme SageMaker. Alors, on a eu pas mal d'annonces qui ont eu lieu il y a 2 semaines à re:Invent. J'ai essayé d'en inclure un maximum dans cette slide de présentation. Aujourd'hui, ici, on a une représentation en fait de la stack machine learning sur AWS. Alors, je vais commencer par le bas. Donc, quand on fait du machine learning ou du deep learning, on peut avoir en fait un besoin de ressources, puisque quand on va faire du training de ces modèles, on va avoir besoin de ressources GPU notamment. Donc, on a sur AWS via des instances dites P3 la capacité d'avoir accès à des cartes NVIDIA V100. Si vous êtes sur un besoin fort en CPU, on a des instances avec plus de 128 cœurs Intel notamment avec du Skylake. Donc en termes d'infrastructure, on a vraiment la capacité de pouvoir accompagner les startups qui ont besoin de ressources pour faire du training de modèles et du déploiement par la suite. Et dans la partie infrastructure, j'inclus également en fait ce qu'on appelle une AMI. Donc une AMI, c'est un template de machine virtuelle dans lequel on a inclus tous les frameworks qui étaient les plus utilisés aujourd'hui sur le marché. Donc des frameworks de développement de machine learning comme TensorFlow, des frameworks de deep learning comme MXNet, comme Cognitive Toolkit, PyTorch, Keras, donc vraiment tous les frameworks qui sont le plus répandus. Et on a intégré également dans cette AMI les drivers pour fonctionner correctement avec les cartes NVIDIA qui sont disponibles sur la plateforme AWS. Et donc si vous souhaitez faire votre propre stack, je dirais votre propre pipeline de data, vous pouvez directement utiliser cette AMI. Et donc toutes les instances EC2, donc toutes les machines virtuelles que vous allez créer, elles pourront se baser sur ce template pour directement utiliser la bonne version de framework et les bons drivers. Donc là on est sur la partie infrastructure. Je passe rapidement à la partie plateforme parce que je vais revenir après dessus et je saute pour aller à la partie application services. Donc on a des services disponibles en API pour tout ce qui va être vision, donc tout ce qui est autour de computer vision. On a un service qui s'appelle Recognition qui en fait est plusieurs modèles de deep learning qui sont entraînés et maintenus par AWS, qui sont mis à jour par AWS. Et donc ces modèles vont permettre de potentiellement, si vous envoyez une image au service, on aura la possibilité de faire de la détection d'objets sur cette image. Si vous envoyez des visages, donc on peut faire de la détection de visage, on peut positionner exactement sur l'image où sont les yeux, où sont le nez. On a la possibilité de faire de la modération de contenu en fonction du type de contenu qui est utilisé. Et on a inclus une fonctionnalité de text in image, donc on peut extraire le texte d'une image. Et aujourd'hui, donc Recognition fonctionne avec des images, mais fonctionne également avec des vidéos. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous avez dans cette approche Data Lake, notamment pour faire référence au webinaire précédent, vous stockez des images, vous avez besoin de générer en fait de l'information liée à ces images. Vous pouvez utiliser le service Recognition, donc ça sera juste à inclure avec je dirais un appel API. Et donc du coup, vous pouvez envoyer l'image au service qui lui vous renverra en fait ce qu'il a pu détecter avec l'algorithme qui est entraîné. On a lancé 2 nouveaux services qui s'appellent Personalize et Forecast, où du coup vous pouvez en fait importer donc dans chacun de ces 2 services. Donc Personalize, c'est un service qui va être basé pour faire des moteurs de recommandation en gros. Donc si vous avez besoin en fonction de votre donnée de faire des recommandations comme je sais pas moi, si vous avez de la donnée autour de films et du coup vous voulez faire de la recommandation comme Netflix peut le faire au niveau des films que vous regardez. Derrière, avec Personalize, vous pouvez importer votre donnée et lui va entraîner plusieurs types de modèles et en fonction de la donnée que vous avez importée, va choisir celui qui va renvoyer en fait le plus de précision. Forecast, on va être sur
je dirais la même type d'idée, sauf que le cas d'utilisation est un peu différent. On n'est pas sur des moteurs de recommandation, on va être plus sur du forecasting. Donc si vous avez de la donnée liée notamment à des time series, donc tout ce qui est par exemple de la donnée de relevé de température, relevé de pluviométrie liée à des temps, du coup on peut faire des prévisions avec les services forecast. Donc vous importez votre donnée dans le service. Et nous, après, on va entraîner différents modèles. Encore une fois, choisir celui qui va fournir le meilleur résultat. Donc, c'est un service qui va vous permettre de vous affranchir de la compétence infrastructure, puisque vous n'aurez rien à gérer sur l'aspect infra, et également en fait, de l'aspect machine learning, puisque vous importez votre donnée. Et en fait, c'est nous qui allons gérer tout cet aspect algorithme, paramétrage de l'algorithme, choix de l'algorithme directement dans le service. On a des services disponibles sur la partie voix avec Poly et Transcribe. Donc là, ce sont des services, encore une fois, API, où Poly permet de faire du text to speech et Transcribe permet de faire l'inverse, donc de générer du texte à partir de la parole. Et on a des services autour du langage avec Comprehend. Donc Comprehend permet de faire de l'analyse de sentiments sur du texte, détection de mots-clés, détection de syntaxe directement dans le texte. Où là encore ce sont des algos qui sont entraînés et gérés par AWS. On a sorti une nouvelle feature qui s'appelle Textract qui lui permet de faire de l'OCR. Donc c'est vraiment un service dédié OCR où vous pouvez importer vos fichiers PDF et lui aura la capacité en fait de vous extraire les tableaux, de vous générer cette extraction de caractères à partir des fichiers que vous allez lui envoyer. On a un service autour de API de traduction qui s'appelle Translate, qui supporte aujourd'hui plus d'une centaine de paires de langues. Et un service qui s'appelle Lex, qui permet de créer en fait des chatbots. Donc pour ceux qui connaissent Alexa, Amazon Alexa, qui est le device, qui est le moteur avec lequel justement on peut créer des skills. Donc comme si on crée en fait une application mobile sur téléphone, avec Alexa on peut créer des skills avec lesquels on va pouvoir interagir avec la voix. Donc du coup avec Lex, ça se base en fait en gros sur le moteur d'Alexa, donc vous avez la possibilité de créer vos propres chatbots vocaux ou directement sur AWS. Ça c'est tout ce qui est disponible aujourd'hui sur Service API. Et sur la partie plateforme, donc comme je l'avais défini tout à l'heure, on a des services comme EMR qui permettent de faire tourner des solutions comme Spark. Donc il y a des solutions de Spark Machine Learning, donc MLlib, ou je crois que maintenant ça s'appelle Spark ML ou l'inverse. Et donc du coup, vous pouvez entraîner des algorithmes de machine learning sur ce type de solution. Mais on a une solution, nous, qui s'appelle SageMaker et qui est vraiment dédiée aux développeurs data scientists parce que SageMaker aura la capacité, en fait, vous aurez la capacité de choisir n'importe quel type d'algorithme, n'importe quel type de framework. Et nous, on va gérer tout cet aspect infrastructure au moment où vous aurez besoin de faire le training et le déploiement du modèle. Avec SageMaker, on cherche vraiment à accompagner les clients pour que les clients qui souhaitent faire du machine learning, ils n'aient à faire que du machine learning et ils n'aient pas à gérer toute cette partie infrastructure qui consiste à créer les instances, faire le training, éteindre les instances. Une fois que le modèle a été entraîné, on va valider le modèle. Ok, une fois qu'il a été validé, on va le mettre en production. Et donc, moi je le conçois comme une partie pipeline de déploiement, mais pour des algorithmes de machine learning. Alors, aujourd'hui, ici, on a un petit peu le schéma en fait, de justement traitement de la donnée, où on va d'abord collecter, préparer la donnée, on va choisir un algorithme, on va créer un environnement sur lequel on va pouvoir entraîner et tuner le modèle. Et une fois que le modèle a été validé et qu'on a suffisamment de précision sur le modèle, on peut le déployer en production et s'assurer que derrière, le modèle va scaler. Aujourd'hui, SageMaker, en fait, dispose de plusieurs briques qui vont répondre à ces problématiques. Donc sur l'aspect build notamment, SageMaker va fournir des notebooks Jupyter. Donc pour les data scientists, Jupyter c'est la possibilité en fait d'avoir des environnements avec des kernels spécifiques. Donc vous pouvez avoir des kernels Python, des kernels R dans lesquels vous allez exécuter des cellules, donc en Python ou en R. Et donc ça permet en fait de pouvoir coder de manière, je dirais, un peu interactive. Donc c'est très utilisé quand vous faites de la data. Et donc, SageMaker va fournir des notebooks Jupyter dans lesquels vous aurez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des algorithmes built-in. Donc aujourd'hui, on en a plus d'une quinzaine qui sont packagés dans SageMaker. Donc des algorithmes autour de la computer vision, autour du langage, des algorithmes classiques de régression linéaire, de classification binaire,
d'embedding. Donc du coup, on a ces différents types d'algorithmes que vous pouvez directement utiliser. Donc vous importez votre donnée, vous choisissez l'algorithme et SageMaker pourra entraîner en fait l'algorithme sur votre donnée. Ensuite, si vous avez, je dirais, si vous êtes déjà utilisateur de solutions, de frameworks comme TensorFlow qui sont assez répandus, comme PyTorch, MXNet, on va fournir dans SageMaker un environnement qui va vous permettre d'importer vos scripts et de faire tourner vos scripts TensorFlow, MXNet directement sur SageMaker. Donc ça, c'est la partie build, conception de l'algorithme. Ensuite, on va pouvoir entraîner les algos. Donc ce qui va être intéressant, c'est que sur SageMaker, quand vous lancez un training, lui il va créer des instances. Donc on peut fonctionner en mode distribué en fonction de l'algorithme. Donc on peut avoir plusieurs instances sur lesquelles le training est fait en parallèle. Et une fois que le training est terminé, SageMaker va éteindre les instances. Donc ça vous permet d'optimiser, d'être cost effectif en fait sur votre training, puisque du coup les instances seront allumées et vous serez facturé uniquement au moment où vous allez faire le training. Il y a des mécanismes après qui permettent aussi de mettre des timeouts si jamais les trainings prennent trop longtemps, pour vraiment contrôler sa facture au niveau du training et ne pas avoir à gérer les instances pour le training. Une feature qui est aussi pas mal, je trouve, utilisée, c'est tout ce qui va être le modèle tunneling. Donc on parle d'HPO pour Hyper Parameter Optimization, où souvent, quand on entraîne des modèles de machine learning, on va choisir ce qu'on appelle des hyperparamètres, donc c'est la configuration de l'algorithme. Et plusieurs fois, en fait, on tâtonne et on entraîne plusieurs fois le modèle avec différents hyperparamètres. Et aujourd'hui, HPO va permettre d'entraîner plusieurs fois un algorithme avec différentes fourchettes en fait, de valeurs pour les hyperparamètres. Et il va vous renvoyer la configuration d'hyperparamètres en fait, qui renvoie la meilleure précision. Donc ça, c'est plutôt utile quand vous avez justement besoin de savoir quel type d'hyperparamètres utiliser. Et une fois que vous avez validé et que votre modèle a été entraîné, du coup vous pouvez le déployer avec SageMaker. Donc SageMaker va vous créer en fait un endpoint sur lequel il va importer le modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup il peut fonctionner en mode auto-scaling. Donc on a la capacité de rajouter des ressources en fonction de la demande, ce qui va vous permettre de scaler votre endpoint en fonction de la demande au niveau du endpoint du modèle. Donc ça c'est sur cet aspect production. Et la mise en production, elle peut se faire comme d'un point de vue applicatif, en utilisant ce qu'on appelle du Blue-Green Deployment, ce qui permet de faire des mises en production qui vont être sans interruption de service pour l'utilisateur final. Alors aujourd'hui, SageMaker, c'est vraiment ces trois points-là, la partie build, qui va permettre de facilement tester des modèles, le training et le déploiement en production. Donc vous allez créer votre pipeline pour déployer donc, de votre Git, où vous avez tweaké le modèle, directement à la production. Alors ici j'ai un schéma en fait qui va représenter le fonctionnement de SageMaker. Donc SageMaker va se baser sur des containers Docker. Donc les built-in algorithms dont je vous ai parlé précédemment en fait sont disponibles et sont stockés sur une registrie gérée par AWS qui s'appelle ECR. Donc ils ont été packagés dans des containers Docker. Et donc ici on voit en orange l'aspect training. Donc quand on lance un training, SageMaker va récupérer le Docker container avec l'algorithme, va récupérer la donnée qui est stockée sur S3 et en fait il va lancer l'entraînement de l'algorithme sur les instances EC2. Donc ici sur l'aspect où on voit les Docker en orange. Une fois que le modèle a été entraîné, on a la flèche modèle artifact qui va stocker le modèle physique sur S3 et après on passe sur l'aspect inférence, donc prédiction, où de la même façon il y a des containers dédiés par algorithme pour l'aspect inférence. Donc on va créer une instance C2 sur laquelle on importe le Docker container d'inférence et sur lequel on importe le modèle qui a été entraîné. Et ensuite on a l'application client qui va pouvoir faire des inférences directement sur le endpoint qui a été créé par SageMaker. Et ce qui est important, c'est que aujourd'hui, vu que SageMaker en fait se base sur des Docker containers, vous avez la possibilité, donc si jamais les algorithmes built-in ne vous conviennent pas ou qui ne remplissent pas justement votre cas d'utilisation, si les frameworks que vous utilisez ne sont pas inclus dans SageMaker, vous avez la possibilité en fait d'importer vos propres containers. Et donc aujourd'hui, SageMaker est vraiment une plateforme ouverte. Vous avez la possibilité d'importer n'importe quel type d'algo, n'importe quel type de framework et de justement laisser SageMaker gérer l'aspect training et déploiement de cet algo. Sur l'aspect communication, donc aujourd'hui, comme tous les services AWS, SageMaker en fait un service qui va fonctionner avec une API. Donc il y a des API pour les notebooks, il y a des API pour le training,
pour l'inférence. Un point qui est souvent mentionné, c'est est-ce qu'on doit forcément utiliser le notebook pour utiliser SageMaker? Non. Aujourd'hui, vous pouvez préparer vos propres scripts si vous n'avez pas envie d'utiliser des notebooks Jupyter. Si vous utilisez RStudio par exemple, que vous faites du R, du coup on peut intégrer RStudio avec les API de SageMaker. Et donc vous pouvez coder votre code, coder votre algo en R et directement appeler les API de training et de déploiement de SageMaker sans passer par le notebook Jupyter. Ça peut se faire via aussi donc le SDK SageMaker qui va permettre de facilement orchestrer le training, le déploiement des containers. Donc je vous montrerai après via un exemple comment on peut entraîner un modèle en utilisant le SDK SageMaker. Alors je voulais faire un petit brief sur les algo built-in. Je ne vais vraiment pas faire une partie deep dive parce que ce n'est pas le but aujourd'hui de la présentation de faire un deep dive sur les algos. On n'est pas sur l'aspect data science. Le but c'est que justement on puisse, en fonction du cas d'usage, positionner l'algorithme built-in qui va être requis d'utiliser pour répondre à notre besoin business. Aujourd'hui on va avoir des algorithmes, en rose vous avez les algorithmes supervisés, où on a besoin d'un dataset avec un système de labels, et en bleu on est sur du non supervisé où du coup on n'a pas besoin d'avoir un dataset sur lequel il y a des labels prédéfinis. Alors en termes de solutions, aujourd'hui il y a des solutions classiques de régression linéaire, classification, donc là ça peut être fait avec des outils comme Linear Learner, comme XGBoost. Si vous êtes sur des solutions où vous avez besoin de faire des moteurs de recommandation par exemple, il y a des solutions comme Factorization Machine, c'est souvent des modèles utilisés. Aujourd'hui, pour tout ce qui va être Computer Vision, on a plusieurs algos qui sont intégrés, donc Image Classification en haut à droite, on a Object Detection, pareil, donc qui va permettre de faire des algorithmes qui vont reconnaître, en fait, extraire l'information des images. Donc là, c'est tout ce qu'on a c'est une partie de ce qui est disponible sur l'aspect supervisé. Sur tout ce qui est non supervisé, voilà, il y a des algorithmes, je dirais ceux qui sont le plus souvent utilisés, c'est pour faire de la détection d'anomalies, donc avec des algorithmes comme Random Cut Forest. On a la réduction de dimensions, donc ça peut être très utilisé aussi quand on a des datasets avec beaucoup de variables, beaucoup de dimensions et qu'on souhaite aplanir en fait en gros ce dataset. Donc on a un PCA pour Principal Component Analysis qui peut être utilisé. Si vous avez besoin sur votre donnée de déterminer, d'extraire des patterns, vous pouvez le faire avec des outils comme K-means qui va vous permettre de gérer, de créer des clusters de données, d'extraire des patterns. Donc on a vraiment plusieurs types d'algorithmes qui sont gérés aujourd'hui les plus répandus dans le monde de la data science. Et je voulais juste vous montrer une classification avec la partie supervisée, non supervisée, sans rentrer sur un cas d'usage spécifique. Parce que du coup, l'idée de ce webinaire, en fait, c'est de prendre un exemple. Donc là, je vais utiliser un algorithme qui s'appelle XGBoost. XGBoost, c'est assez répandu parce qu'il est assez performant. L'idée derrière XGBoost, en fait, c'est de prendre plusieurs arbres de décision. Donc un arbre de décision, c'est un algorithme qui est plutôt simple, où du coup, alors là, je suis sur un arbre de décision binaire, où en fonction d'un paramètre, c'est soit gauche, soit droite. Et en fait, XGBoost, c'est un algorithme qui va chaîner plusieurs arbres de décision, et l'idée c'est que dès qu'on rajoute un arbre, il va corriger l'erreur de l'arbre précédent. Et donc plus on rajoute d'arbres, l'idée c'est de corriger un maximum à chaque fois d'erreurs générées par l'arbre. Donc sur le notebook que je vais vous présenter, on va entraîner, on va déployer un algorithme XGBoost et on va voir justement comment on peut extraire de l'information, comment on peut aider en fait le business avec des solutions de machine learning. Un point avant de commencer le lab. Alors ça c'est aussi une fonctionnalité qui est très intéressante quand on a des tailles de datasets assez conséquentes, quand on est sur quand on commence à avoir pas mal de gigas ou du terabyte, c'est le mode d'entraînement. Aujourd'hui, le mode classique qui s'appelle le mode file, quand vous allez créer les instances EC2, SageMaker va récupérer la data qui est stockée sur S3 et la copier sur ces instances EC2. Donc il faut définir en amont, si vous avez 1 Tera de données sur S3, suffisamment de stockage sur les instances EC2. Donc il faudrait définir 1 Tera de stockage sur les instances EC2. Et il y a un mode aujourd'hui qui s'appelle le mode pipe, qui va permettre lui de streamer en fait le dataset sur les instances de training. Et donc en termes de fonctionnalité, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut potentiellement travailler sur des datasets
de taille infinie parce que du coup on va streamer le dataset sur les instances de training et le modèle va être entraîné. Donc un des avantages c'est que du coup on peut entraîner le modèle plus rapidement, en tout cas le training peut commencer plus rapidement. Et ça c'est un mode qui est assez intéressant au niveau de SageMaker, c'est une intégration spécifique avec S3. Alors au niveau du lab, donc, comme je l'ai dit, on va prendre un XGBoost et on va entraîner, déployer et faire des prédictions sur ce modèle. Alors je vais retourner sur mon compte AWS. Alors, je vais me connecter. Donc, encore une fois, pour ceux qui voient la console AWS pour la première fois, il faut toujours vérifier en haut à droite quel type de région vous utilisez. AWS étant divisé en régions et chacune de ces régions étant indépendante par rapport à l'autre. Du coup, si vous créez une ressource dans une région, elle ne sera pas visible, disponible sur une autre région. Donc, sur le moteur de recherche, si vous pouvez chercher le service, donc là, en l'occurrence, je vais aller sur le service SageMaker. Et donc sur SageMaker, en fait, je vais retrouver à gauche ce que je vous ai présenté sur l'aspect notebook, sur l'aspect training, l'aspect inférence. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais je voulais d'abord vous présenter voilà, le fonctionnement avec le notebook, le training et les inférences. Et si il nous reste un peu de temps, après je vous pourrais montrer aussi les différentes fonctionnalités qui ont été rajoutées. Aujourd'hui, ici, on a la liste des notebooks. Donc là, moi, je me suis créé un notebook avec une instance T3 Medium. Et on voit qu'il est en mode in-service. On peut avoir la liste des notebooks ici qui sont arrêtés. Donc quand on n'utilise pas le notebook, ça peut être intéressant justement de l'arrêter pour voilà, essayer d'optimiser et de s'assurer qu'on ne va pas consommer des ressources qui ne seront pas utilisées. Donc là, je peux ouvrir le notebook Jupyter. Donc c'est un notebook managé qui est géré directement par AWS. Et sur ce notebook, ce qui va être intéressant, c'est que donc là j'ai les différents fichiers qui ont été importés. Donc là j'ai mon notebook que je vais utiliser pour la présentation. Et si vous souhaitez tester, il y a un onglet avec les exemples SageMaker. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de notebooks donc qui vont pour chacun des algorithmes, là par exemple sur les built-in algorithms, qui vont vous expliquer. Et on prend un dataset public voilà, on essaye d'appliquer l'algorithme built-in dessus pour que vous puissiez après le répliquer vous en fonction de votre donnée. Ce qui est important de garder en tête, c'est que SageMaker, il va être sur l'aspect training, déploiement de l'algorithme, mais on ne va pas être sur un aspect, je dirais, préparation de la donnée, cleaning de la donnée, où là, ça s'est fait en amont avec des opérations d'ETL, comme je l'ai montré sur le webinaire précédent. Sur SageMaker, on aura la possibilité de faire de la feature extraction donc de déterminer quel type de données va être importante pour le modèle, pour entraîner le modèle, puisque du coup, on peut avoir de la donnée qui va être inutile pour entraîner le modèle, donc autant la retirer si elle ne va pas apporter de paramètres différenciants sur le modèle. Donc c'est vraiment une bonne source d'inspiration parce que du coup on a plusieurs fonctionnalités aujourd'hui disponibles. Alors je vais lancer le notebook. Donc, pour remettre dans le contexte, j'attends que le notebook soit ouvert. Alors sur ce notebook, donc, il est disponible encore une fois sur les exemples SageMaker. Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord créer un bucket S3. Donc là, je vais définir une variable d'environnement. Donc là, j'appelle un utilisateur user42, version du workshop 42. Et donc ici, on est dans le notebook Jupyter. Donc vous pouvez voir en haut à droite l'environnement. Donc là, je suis sur un environnement Python 3. Et on va avoir différentes cellules que l'on peut exécuter dans le notebook. Donc on peut exécuter des cellules code, où là on a du code Python directement intégré, ou des cellules Markdown qui elles sont des cellules texte. Et donc à gauche en fait on va avoir un crochet, donc s'il est vide c'est que la cellule n'a pas été exécutée, s'il y a une étoile c'est qu'il est en train d'être exécuté, et s'il y a un chiffre c'est qu'elle a déjà été exécutée, et c'est le numéro d'exécution en fait de la cellule. Alors je vais cliquer sur Run pour justement exécuter cette cellule. Donc j'importe plusieurs librairies. Et l'étape d'après en fait consiste à créer un bucket sur S3. Ce bucket il va être utilisé pour stocker le dataset de training et pour stocker l'algorithme qui a été entraîné.
Donc là j'ai un bucket qui a été créé qui s'appelle user42-v42 AWS ML Workshop. Alors, on va importer quelques, je dirais quelques librairies intéressantes, notamment NumPy et Pandas. Aujourd'hui, si vous faites de la data science, Pandas, c'est vraiment une librairie qui va vous permettre de rapidement pouvoir visualiser, cruncher, traiter la donnée, faire cet aspect extraction de features, parce que du coup, Pandas gère parfaitement en fait tout ce qui va être matrice comme NumPy, et ça c'est un avantage aujourd'hui de Pandas. Pour le dataset, on récupère un dataset en fait qui est disponible, qui est mis à disposition par l'Université de Californie, qui en fait reprend, je dirais, qui se base en fait sur un telco, donc un opérateur téléphonique aux États-Unis. Et en fait, pour chaque utilisateur, il va y avoir différentes features. Donc on verra après les features. Et l'idée, c'est de déterminer en fait si l'utilisateur, en fonction de son utilisation du service, va churner ou pas. Donc churn, c'est pour change and turn, donc c'est en gros est-ce qu'il va quitter le telco ou pas. Et le but, c'est de pouvoir prédire en quelque sorte les utilisateurs qui vont churner pour essayer justement de les conserver. Et voilà, on verra qu'on peut les conserver en les appelant, en leur faisant des offres promotionnelles, parce que c'est toujours plus facile en fait de conserver un utilisateur existant que d'aller chercher de nouveaux utilisateurs. En tout cas, ça sera plus consommateur en fait en termes de ressources de chercher des nouveaux utilisateurs plutôt que de garder les utilisateurs existants. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de déterminer lesquels vont churner ou pas. Donc là on récupère le dataset. Alors là quand je le récupère, je le récupère vraiment en local. Là je suis sur le notebook Jupyter. Et ensuite je vais utiliser Panda, donc c'est un fichier CSV pour lire le dataset. Alors, je vais quand même zoomer parce que j'espère que tout le monde voit. Au niveau du dataset, ici, on va avoir plusieurs informations. Donc on va avoir en termes de colonnes, donc l'état, donc ici on a une cinquantaine d'états puisque c'est les États-Unis. On va avoir le numéro, donc là c'est la taille du compte. Le area code, donc là ça va être le numéro géographique, donc comme en France 01, 02, 03. Ici le numéro de téléphone. Ensuite, si l'utilisateur a un plan international, et est-ce qu'il a un plan lié avec une boîte vocale, est-ce que du coup il utilise cette boîte vocale avec le nombre de messages sur la boîte vocale. Et après en fait on est sur de l'utilisation à la journée, le soir, enfin en soirée, la nuit et à l'international avec les minutes, le nombre de calls et la facturation. Et à la fin on a en fait l'aspect est-ce qu'il appelle aussi le service client. Et la dernière colonne qui est la colonne en fait qu'on va utiliser aujourd'hui et qu'on va essayer de prédire, c'est la colonne de churn. Donc là, on est sur un dataset labellisé, puisque du coup, on sait que ces utilisateurs, ici, on a l'information, ils n'ont pas churné. Donc on va essayer de regarder un peu plus dans le détail pour voir ce qui va être intéressant comme feature ou pas pour entraîner notre algorithme XGBoost. Alors je vais sélectionner d'abord toutes les features catégoriques, donc qui ne sont pas numériques. Donc on a l'état, le téléphone, le plan international. Et si je regarde à l'intérieur, donc là on a la répartition. Donc bon, sur l'aspect état, on peut dire que c'est plutôt bien réparti. Sur l'aspect téléphone, de la même façon, chacun a son propre numéro de téléphone. Donc là, on se rend compte que ça va pas être une donnée discriminante. On peut pas la généraliser parce que quand on fait du machine learning, l'idée c'est en fonction de la donnée qu'on a, on va essayer de généraliser en fait cette donnée pour voir si ça peut être répliqué. Mais là, en l'occurrence, le téléphone n'aura aucune importance. On a le plan international. Donc là, on voit qu'il y a 90% des personnes du dataset qui n'ont pas de plan international et 10% qui en ont un. En termes de plan de voicemail, il y en a 72 qui n'en ont pas et 27% qui ont un voicemail international. Et sur la répartition du churn, donc on voit qu'il y a 85% de personnes qui ne vont pas churner et 15% qui churnent à peu près. Donc déjà, le dataset, il est un peu orienté puisqu'il est un peu biaisé sur cet aspect où on va entraîner un algorithme sur ce dataset, mais il y a déjà 85% des personnes en fait qui vont pas churner. Alors, on va dropper la colonne phone parce que du coup, elle apportera aucune valeur en fait ici sur l'algo. Et maintenant, on va regarder plus les colonnes numériques ici. Donc plus les colonnes qui fournissent des catégories, mais je dirais des valeurs numériques.
Alors je laisse un peu tourner parce que du coup, voilà, ici on a une représentation en courbe de ces valeurs numériques. On voit que pour la plupart, en fait, on a une représentation en cloche, donc une représentation gaussienne de ces valeurs numériques. Pour certaines, notamment l'array à code, du coup, on se rend compte qu'on pourrait même passer sur une valeur catégorique, puisque du coup, on n'a pas cette représentation classique en cloche. De la même façon, le voicemail plan, il y a énormément de personnes qui n'en ont pas, et après ici, certains qui en ont. Enfin, voicemail message, pardon. Donc, pour faciliter en fait le traitement, on va transformer l'aspect code en valeur catégorique et non plus en valeur numérique. Et alors une fois que là on est vraiment sur cet aspect feature engineering. Là c'est l'aspect data science pur où l'idée c'est de comprendre la donnée pour voir laquelle va être intéressante, ce qu'on va pouvoir envoyer au modèle et pour essayer de généraliser un maximum. Donc là on va essayer de regarder les relations entre la valeur que l'on souhaite déterminer, donc le label, ici le churn, et notamment l'état. Donc si je regarde ici la répartition, on voit que pour le state AK par exemple, on a 1,7% de pas de churn et 0,06% de churn. Bon, c'est plus compliqué à lire puisqu'il y a beaucoup d'états. Et si on lit par exemple le lien entre le plan international et la voicemail plan, on se rend compte que alors parmi toutes les personnes qui ne churnent pas, il y en a 93% qui n'ont pas de plan international. Parmi toutes les personnes qui churn par exemple, on a 28% qui ont un plan international. Donc potentiellement les personnes qui vont churner auront, je dirais, plus d'affinité avec un plan international. Pour tout ce qui va être voicemail plan, donc là on peut voir que toutes les personnes qui churn, il y a 16% qui ont un plan de voicemail, là où toutes les personnes qui elles ne churnent pas, 30% ont un plan de voicemail. Donc potentiellement si on a un plan de voicemail, du coup on va pas potentiellement churner. Mais c'est voilà, l'idée c'est de lire, d'essayer de voir en fait les relations entre les features, entre les données et les labels. Alors l'étape d'après, on va se focaliser sur les valeurs numériques uniquement, et donc là on va essayer de voir en fait les relations entre les valeurs numériques et la valeur du label en fait. Donc là si je regarde par exemple le nombre de consommations par jour en minutes et le churn, je vois ici donc pour toutes les personnes qui ne churnent pas, j'ai une gaussienne plutôt classique, alors que ici pour les personnes qui churnent, bon je sais pas pourquoi vers 200 minutes on a beaucoup moins de personnes. Mais après ce qu'on peut voir c'est que potentiellement avec des charges et en fait on va avoir le même type de courbe. Donc ça c'est, je dirais, logique, puisque du coup ici on a la consommation en minutes par jour, et ici on a la facture en gros par jour. Donc du coup vu que la facture va être liée à la consommation, on s'aperçoit que ce type d'information va pas forcément, enfin ce sera pas intéressant de conserver les deux pour entraîner le modèle. On peut également regarder en fait je dirais le rapport entre le churn et le nombre d'appels qui sont faits au customer service. Donc là on voit que parmi toutes les personnes qui ne churnent pas, au maximum on est à 5 appels, 6 appels au customer call. En revanche ici pour toutes les personnes qui churnent, généralement on dépasse 6, 7, 8. Donc c'est ce qui paraît normal. Si potentiellement voilà, une personne churn, c'est que bon, bah, elle est pas satisfaite de son service, donc elle appelle le customer service. Et donc on a plus de chances d'avoir des personnes en fait qui appellent le customer service qui vont derrière churner. Alors on va faire alors une commande aussi qui est plutôt utilisée, c'est voilà, essayer de tracer une relation entre toutes les features. Donc ça prend 10 secondes parce que du coup là je l'exécute sur mon instance qui est une instance assez petite, on est sur une T3 médium, et là on va voir en fait toutes les relations entre les features, et ça va nous permettre de déterminer s'il y a des relations de linéarité entre les features. Donc s'il y a des relations de linéarité, potentiellement ça ne sert à rien d'envoyer deux features au modèle, autant en garder une seule puisque du coup ce sera la même information pour le modèle.
Et ici, on voit donc quand il y en a une courbe, c'est qu'il y a bien une relation de linéaire entre les features. Donc là, ça va être tout ce qui va être la consommation par jour en minutes et la facturation par jour. Donc on a la même chose sur l'evening, on a la même chose sur la nuit et on a la même chose à l'international. Donc on va pouvoir en fait dropper, on va conserver uniquement la consommation et on va dropper la facturation par jour, par soirée, par nuit et à l'international. Donc là, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle du feature engineering, parce que du coup, on a extrait du dataset, on avait déjà un dataset clean, mais maintenant, en fait, on est passé à l'étape où il fallait justement extraire l'information du dataset, savoir quel type d'information allait être intéressante pour l'utilisateur, en tout cas pour le modèle. Avant d'entraîner le modèle, on va faire une opération où on va convertir en fait les features catégoriques en features numériques, parce qu'aujourd'hui, un modèle, il ne va pas comprendre des features catégoriques. Donc on utilise une commande de Pandas qui s'appelle getDummies qui permet justement de convertir les features catégoriques en features numériques. Et une fois qu'on a converti ces features, on va préparer le dataset. Alors généralement, sur un dataset, on va prendre 70% pour le training, donc vraiment entraîner le modèle, 20% pour valider. Donc une fois qu'on entraîne le modèle, à chaque itération, on va valider la précision du modèle. Donc on utilise un autre dataset et une fois que le modèle a été entraîné, on utilise un test dataset pour justement tester sur de la donnée que le modèle n'a jamais vue pour voir s'il peut correctement généraliser. Donc généralement c'est 10% test dataset, 20% validation et 70% le training dataset. Donc là on utilise des commandes classiques, hein. On est sur du NumPy, NP ici où on va splitter le modèle. Donc là on définit 70% et 90% pour le training et le validation. L'étape d'après, elle consiste à... Donc cette opération, elle a été faite dans le notebook. L'étape d'après consiste à charger la donnée sur les buckets S3. Puisqu'aujourd'hui, SageMaker, en fait, quand on va lancer le training, il va récupérer la donnée qui est stockée sur le bucket S3. Alors, sur l'aspect déclaration de l'algorithme, de préparation de l'algorithme, vous verrez que c'est très rapide. C'est beaucoup plus rapide que l'aspect feature engineering. Je dirais que la plupart du temps, 80% du temps justement du data scientist, ça va être l'aspect feature engineering, essayer de comprendre la donnée, d'extraire les données qui vont être intéressantes pour l'algorithme. Mais surtout aujourd'hui, avec les algorithmes qui sont pré-packagés par AWS, ici, on récupère le container. Donc là, je choisis le modèle. Là, je veux du XGBoost. Si je voulais du computer vision, ça n'a rien à voir, ou linear regression, j'aurais mis l'algorithme ici qui s'appelle linear learner. Donc j'aurais récupéré le container linear learner. Donc là, je récupère le XGBoost. Je dois définir en amont les channels utilisés pour entraîner le modèle. Donc là, il faut indiquer à SageMaker où sont situées les données de training et où sont situées les données de validation. Donc là, on lui donne le chemin vers les buckets S3. Et ensuite, on va configurer l'algorithme. Donc, je ne vais pas faire encore une fois de deep dive sur XGBoost en particulier, parce que du coup, là, c'est vraiment en fonction de l'algorithme que vous allez utiliser. Vous allez avoir différents hyperparamètres. Donc, je dirais que ceux qui sont le plus utilisés, ça va être max depth, donc c'est la longueur en fait de l'arbre. Donc, si vous avez un arbre avec max depth 5, ça veut dire que vous allez avoir 5 niveaux dans votre arbre, par exemple. Le nombre de rounds là va correspondre au nombre d'arbres qui vont être utilisés. Donc l'aspect vraiment intéressant, c'est ici via donc, le SDK SageMaker, on va créer ce qu'on appelle un estimateur. Donc ici on lui passe en paramètre le container, donc ici je suis sur XGBoost. Ensuite on passe à un rôle donc pour lui permettre d'accéder à S3. On va définir le nombre d'instances, donc là j'en prends une seule et je prends une ML M4 large, X large pardon. Ici on a le chemin où va être stocké le modèle une fois entraîné, et ici on a le nom associé au modèle. Ensuite on va passer les hyperparamètres, donc par défaut il y a des valeurs, mais après si vous souhaitez justement tweaker et rentrer dans le modèle, du coup vous allez justement choisir et tweaker ces hyperparamètres. Et ensuite on appelle la fonction fit en lui passant en paramètre les channels donc de training et de validation, pour que lui, fit en fait ce qu'il fait c'est qu'il va lancer le training job, donc il va lancer les instances sur lesquelles il va importer la donnée et il va lancer le training. Alors là j'ai lancé le training, là il prend en moyenne 3 à 4 minutes. Donc si je bascule sur l'interface de SageMaker, je peux voir ici dans training tous les jobs de training qui ont été lancés. Donc là je vois que j'ai lancé un job de training
qui s'appelle user42 v42, donc c'est bien celui lié à mon notebook. Et j'en avais lancé un tout à l'heure pour tester, ça a pris 3 minutes. Donc là on voit qu'il est in progress, donc il est en train de faire le training. Et une fois que le modèle sera entraîné, on pourra créer un endpoint associé. Alors, il y a une intégration aussi de SageMaker avec des outils comme CloudWatch qui permettent de mesurer justement tout ce qui va être logging au niveau du modèle. Donc si je clique sur le training job, ici, via, hop, je descends, monitoring, donc là on a accès à plusieurs informations, donc les métriques associées à l'instance sur lequel on va faire le training, donc pour savoir s'il y a suffisamment de CPU ou si jamais ça prend trop de temps, on peut voir que ok, on a atteint 100% du CPU. Pour ce type de training, si on veut aller plus loin, il faudrait peut-être prendre d'autres instances ou alors mettre du GPU, ainsi de suite. Pour les logs, là ça va être tout ce qui est lié, je dirais, à la partie application. Donc dans CloudWatch, il y a un système qui s'appelle CloudWatch Logs qui va permettre de centraliser tous les logs applicatifs. Alors pour l'instant je n'en ai pas parce que du coup le training en fait n'a pas commencé. Là il est en train de démarrer le job, il a préparé les instances et là il est en train de préparer les instances pour le training. Donc pour l'instant le training n'a pas commencé et une fois que le training sera terminé, on aura accès à ces informations. Donc je peux vous montrer potentiellement le training qui a eu lieu avant. Donc là on a accès à tous les training jobs qui ont été faits sur la plateforme. Voilà. Ça c'est celui que j'avais lancé tout à l'heure. En fait ici on va avoir accès aux informations liées au training. Alors j'essaye de rendre ça visible. Hop. Je sais pas si je peux exprimer. Donc là en fait on va avoir toutes les informations. C'est compliqué de pouvoir faire un zoom in, mais voilà, donc ici on va avoir toutes les itérations avec ici donc on a ce qu'on appelle la training error. Donc on est à 0,05, donc ça fait 5,8%. Et ici on a la validation error. Généralement la training error en fait elle sera toujours plus faible que la validation error, puisque du coup la validation error en fait c'est on va envoyer de la donnée que le modèle n'aura jamais vue. Donc il va toujours fitter un peu plus avec la training data. Et donc là on voit les itérations. Donc on en a fait une centaine. Et donc plus on avance dans le temps, en fait, plus la training error, elle va diminuer. Elle va se stabiliser, en fait, à un moment donné, on atteint un palier qui, en fait, ce palier représente le plateau au niveau de la fonction d'optimisation. Alors, ici, je peux vous montrer, donc là, le training est terminé sur le premier algo. Alors, je passe juste à l'étape suivante pour montrer parce que ça prend un tout petit peu de temps, ça prend 5 minutes généralement de déployer le modèle, mais on peut utiliser directement la méthode deploy de l'objet XGB en positionnant ici le nombre d'instances. Donc là je prends une seule instance avec une instance M4X large sur lesquelles je vais déployer le modèle qui a été entraîné. Donc là si je vérifie et que je vais sur S3 par exemple, donc sur user42, SageMaker. Voilà, donc ici j'ai bien les channels qui avaient été créés. Donc là j'ai training avec la donnée de training. Si je regarde validation, là j'ai le dataset de validation qui a été créé précédemment. Et dans output, du coup je vais avoir en fait le modèle qui a été généré. Donc le modèle en fait ça va être un TarGZ. Ça doit toujours être un TarGZ pour que SageMaker puisse le prendre en compte. Et ce modèle en fait va être importé sur une instance qui sera, elle, l'instance dédiée à la partie inférence. Donc, ce qui s'est passé au moment où j'ai exécuté la commande deploy, en fait, deploy fait 3 étapes en une. Il va d'abord créer ce qu'on appelle un modèle SageMaker.
Donc je m'explique, ici sur la partie inférence, on a une section modèle. Donc la section modèle, en fait, elle consiste à créer un modèle pour SageMaker. Et ce modèle pour SageMaker, il va pointer, donc c'est un container, donc ici ça va être le container XGBoost qui avait été utilisé pour le training, c'est le même. Et ici on a la localisation sur S3, donc là c'est le chemin du bucket sur S3 que je vous ai montré précédemment. Donc ça correspond à un modèle au niveau de SageMaker. Une fois qu'on a un modèle dans SageMaker, on peut créer ce qu'on appelle une endpoint configuration. Donc ça va être je dirais, comment doit être configuré notre endpoint. Donc là, si je vérifie, notre endpoint, en fait, ça va être un modèle avec le type d'instance. Donc là, si je regarde, j'avais bien mis une M4X large avec une instance. Et donc ici, j'ai une instance avec une M4X large. Et c'est là où on va avoir la possibilité d'avoir une ou plusieurs instances. Et donc, aujourd'hui, ce qui va permettre de faire du blue-green deployment, c'est que dans la endpoint configuration, on peut mettre un ou plusieurs modèles. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut mettre 2 modèles et après on pourra pondérer en fait le nombre de requêtes qui est fait sur les modèles avec ce qu'on appelle la weight associée. Et donc du coup, on peut jouer et basculer en temps réel sur quelle quantité de trafic on va rediriger sur tel ou tel modèle. Donc si par exemple on entraîne un nouveau modèle, on le rajoute à la configuration du endpoint et ensuite on bascule les poids qui vont envoyer non plus les données sur le modèle A, mais les envoyer sur le modèle B. Donc ça va nous permettre de faire du blue-green et de potentiellement mesurer voilà, l'impact et la configuration d'un modèle. Et ici, donc là j'ai le endpoint. Donc là j'ai mon endpoint qui est en train d'être créé et généralement ça prend 5 minutes pour créer la ressource. Mais c'est pas un problème parce que une fois que le endpoint est créé, on n'est pas censé le supprimer parce que du coup, on est censé en fait ajuster si on réentraîne le modèle par exemple pour avoir plus de précision, si on a plus de données. On réentraîne le modèle et après, avec la technique que je vous ai décrite, donc du coup, on va modifier la configuration du endpoint, on va lui rattacher le nouveau modèle et on va faire basculer en fait tout le trafic vers ce nouveau modèle. Mais d'un point de vue applicatif, si votre application elle communique avec le endpoint de SageMaker, on n'aura pas besoin de modifier le endpoint, ce sera toujours le même endpoint. Et ça, c'est ce qui permet justement de mettre en production sans impacter l'utilisateur final, mais de pouvoir modifier les modèles qui sont configurés en dessous. Alors, une fois que le modèle en fait aura été déployé, donc là vous voyez, on est sur une cellule qui est en train d'être exécutée, on pourra faire des prédictions sur ce modèle. Donc, on a la possibilité via les endpoints SageMaker de définir en fait le type de contenu. Donc on peut envoyer du CSV, on peut envoyer des fichiers JSON. Donc on a besoin de définir en amont quel type de données on va lui envoyer. Donc là on va définir du CSV pour tout ce qui va être données, payload. Et l'étape d'après en fait on a créé une fonction predict qui predict, voilà, ici fait appel à la méthode predict du prédicteur qui a été créé précédemment. Et donc cette fonction predict en fait va faire les inférences au niveau de SageMaker. Alors on a un autre mode de fonctionnement, je ne l'ai pas mentionné pour le moment, mais si vous fonctionnez je dirais sur un modèle temps réel, donc vous avez toujours besoin d'un endpoint, vous pouvez créer un endpoint que vous pourrez faire scaler après en fonction de la charge. Et si vous fonctionnez en mode batch, on a la possibilité aussi via ce qu'on appelle des batch transforms de créer un endpoint, de faire l'inférence. Donc là, vous envoyez toutes vos données pour faire l'inférence et dès que les inférences sont terminées, on éteint le endpoint. Donc c'est de la même façon que pour le training, sauf que là, c'est pour l'inférence. Donc là, c'est en fonction de votre cas d'utilisation. Si vous avez de la nouvelle donnée tous les jours et que vous avez besoin de faire ces inférences sur cette donnée tous les jours, du coup, on n'a pas besoin d'avoir un endpoint qui soit allumé tout le temps. Vous pouvez le faire via la fonctionnalité de batch transform. Alors du coup, il a l'air up et terminé. Donc là, je vais essayer de faire des prédictions sur ce modèle avec la méthode prédéfinie. Donc là, j'ai le résultat qui est stocké dans prédiction et je vais essayer justement de visualiser en fait un petit peu le résultat. Alors, l'algorithme XGBoost ici était configuré pour faire ce qu'on appelle de la binary classification, donc c'était churn ou pas churn. Donc une des métriques qui est utilisée pour justement mesurer la performance de l'algo, c'est ce qu'on appelle une matrice de confusion. Donc typiquement, ici sur les prédictions qui ont été faites, on peut voir qu'il y en a 282 qui n'ont pas churné et qui ont été prédites comme non churn, et il y en a 39 qui étaient réellement du churn et qui ont été prédites comme churn. En revanche,
ici, il y en a 9 en fait qui en vrai ont churné, mais qui n'ont pas été détectés par le modèle. Donc ça veut dire qu'il y a 9 clients qui sont partis, mais que le modèle n'a pas détecté. Et il y en a 4 où du coup ces personnes n'ont pas churné, mais elles ont été détectées comme étant churn. Alors on va voir que il y a une notion qui va être importante, c'est la notion de seuil, puisque du coup le classifieur en fait qui est construit avec XGBoost, c'est un classifieur qui va donner des valeurs numériques. Et il y a une valeur qui s'appelle le seuil, donc le cutoff. Là, il était positionné par défaut. Si je remonte, il était positionné à 0,5. Donc du coup, en fait, tout ce qui est inférieur à 0,5, ça devient 0, et tout ce qui est supérieur, ça devient 1. Et donc ici, on voit la répartition en fait des résultats, et on va voir que potentiellement, il faut aussi jouer sur la valeur du seuil, du cutoff, pour optimiser le résultat de la matrice de confusion. Si ici, je positionne le seuil à 0,3, on va voir que le résultat va être différent. On va avoir par exemple une personne de plus qui aura été en vrai churné et qui aura été détectée comme churn. En revanche, on va avoir 3 personnes de plus qui n'ont pas churné et qui ont été détectées comme churn. Donc c'est pour ça que le cutoff va être une valeur importante. Et voilà, de base, il ne faut pas positionner 0,5 comme valeur. Alors une fois qu'on a justement entraîné le modèle, là on va voir comment on peut, je dirais, le relier au business. Donc là on va prendre une supposition. On va supposer que pour conserver en fait un client qui va churner, on va l'appeler et on va lui faire une offre. On va lui dire bon bah ne partez pas, on vous donne 100 $ de crédit pour pouvoir tester. Si j'imagine, hein, si votre opérateur vous appelle, vous dit bon vous avez 2 mois gratuits, potentiellement vous allez rester. Donc pour tous les churners réels, on va leur donner 100 $. Pour les personnes qui ne churnent pas, bon, bah, du coup on ne va pas investir de marketing dessus, donc on ne leur donne rien. Pour les personnes qui ont été détectées comme du churn, mais qui en réalité ne churnent pas, du coup celles-ci on va également leur donner 100 $, même si au final ça ne sert à rien parce qu'elles n'allaient pas churner. Et il y a une catégorie qui est un peu plus compliquée, ce sont les personnes en fait qui ont été détectées, enfin les personnes qui churnent réellement, mais qui n'ont pas été détectées comme churn par l'algorithme. Ces personnes sont perdues. Donc là en l'occurrence on en a perdu 9. Et du coup on va devoir investir plus que 100 $ pour récupérer 9 nouveaux clients. On va supposer que tout le marketing, plus l'outbound call, ainsi de suite, ça va coûter 500 $. Donc on peut créer en fait une fonction ici qui va prendre en compte en fonction des résultats de l'algorithme et de l'investissement pour chacune de ces valeurs, qui va prendre en paramètre le cutoff. Et donc là on a les 500 $ qu'on va investir sur les personnes qui ont réellement churné mais qui n'ont pas été détectées par l'algo. Ici on investit 0 sur les personnes qui ne churnent pas et qui ont été détectées comme ne churnant pas. Ici, on a les vrais positifs, donc qui ont été détectés comme churn et qui churnent réellement. Et à l'inverse, les faux positifs, donc ça, ce sont les personnes qui ne churnent pas, mais qui ont été détectées comme churn. Donc on va voir que si justement on essaie de déterminer en fait quelle est la meilleure valeur en fait du cutoff pour minimiser l'investissement. Et en fait, on s'aperçoit que le cutoff, voilà, il est à 0,46 pour minimiser l'investissement. Donc là, c'est la valeur qui a été démontrée, c'est vraiment basé sur les hypothèses de l'investissement qui va être mis en place pour les personnes qui churnent et pour celles qui ne churnent pas. Mais il faut toujours garder en tête que voilà, l'algorithme il va pas être parfait et donc du coup, en fonction des erreurs de l'algorithme, il va y avoir un coût supplémentaire qui ici est lié aux faux négatifs et aux faux positifs. Et donc, on voit que l'investissement minimal, il va être fait avec un cutoff de 0,46. Et donc, si je positionne le cutoff de 0,46, je remonte ici et je mets 0,46. Voilà, 0,46, il nous met 40 personnes détectées comme churn, qui churn réellement. Et on voit que c'est surtout, ici, on a 8 personnes qui churn dans la réalité, mais qui n'ont pas été détectées par l'algorithme. Et donc ce sont vraiment en fait celles-ci sur lesquelles il faut faire très attention, puisque c'est celle-ci qui va jouer sur la marge d'erreur après d'un point de vue business si on fait confiance à l'algorithme. Alors du coup je voulais vraiment
finir la présentation sur cet aspect business pour montrer qu'aujourd'hui, avec SageMaker, vous avez la possibilité de prendre n'importe quel type d'algorithme pour essayer de répondre à un besoin business parce que l'aspect numéro 1 du machine learning, ça va être d'aider, d'accompagner le business, d'essayer d'extraire de l'information de cette donnée pour améliorer justement le business existant. Alors, pour finir, je vais vous partager quelques ressources plutôt intéressantes. Donc, il y a un site Machine Learning sur AWS où là, vous allez avoir des informations sur justement tout ce que fait AWS en termes de Machine Learning. Il y a un site web dédié sur SageMaker. Je vous invite également aussi à tester et à regarder la page, le projet GitHub Amazon SageMaker Example qui regroupe en fait tous les exemples que je vous ai montré tout à l'heure qui étaient listés dans le notebook. Et également le SDK si vous souhaitez tester, participer, comprendre un peu plus dans le détail comment fonctionne le SDK SageMaker. Et j'ai rajouté également le lien de notre évangéliste Julien Simon sur la partie Machine Learning qui fait énormément de blog posts sur tous les services AWS en termes de Machine Learning qui sont disponibles sur Medium. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous avez des questions. Vous pouvez directement contacter Julien sur Twitter, sur LinkedIn. Et voilà, si vous souhaitez aussi également discuter de votre stratégie en termes de Machine Learning, moi je suis disponible, donc vous pouvez me contacter de la même façon sur LinkedIn, sur Twitter. Si vous êtes disponible à Station F, moi je serais ravi de vous rencontrer et de discuter de vos cas d'usage à Station F. Alors je vous remercie d'avoir justement écouté ce dernier webinaire et d'avoir participé à la semaine, à la Startup Week avec les webinaires business, les webinaires techniques. Nous, on est vraiment très heureux de pouvoir partager ces webinaires avec vous, toutes ces informations business, techniques, de pouvoir grandir en fait avec vous et vous aider un maximum. Si vous avez encore une fois des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement AWS ou des personnes que vous connaissez sur AWS. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne fin de journée. Au revoir.